Bienvenue à cette causerie, avant-dernière causerie du cycle de conférences Les Causeries Saisies, qui sont organisées donc tous les mardis de 13h à 14h, de fin octobre à fin avril. Donc. Nous avons aujourd'hui Julien Ritzkowski qui va vous parler donc, de la concentration, de la gestion du temps, comment se focaliser sur des travaux, que ce soit personnels ou professionnels, et être dans l'optimisation de vos compétences. Donc, sujet très intéressant, surtout pour l'ensemble des apprenants qui peuvent nous... apprenants ou autres, au final, mais apprenants en particulier qui ont des travaux à rendre, des projets en cours. Donc, soyez attentifs. Merci à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Nous n'avons malheureusement personne dans l'amphithéâtre. Donc, c'est pour ça aussi que Julien va pouvoir enlever son masque quand j'aurai quitté la scène. Ça sera plus simple pour lui. Et je remercie ceux qui nous suivent chaque semaine. Vous êtes vraiment nombreux. Merci à vous. Ceux qui nous regardent, donc, qui font partie de Saisie Nanterre, mais de l'ensemble des centres saisis au national. Et également toutes les personnes institutionnelles ou autres, les tuteurs, qui nous suivent aussi régulièrement et qui participent à l'aura des causeries saisies. Donc, je vous rappelle qu'il y a un mail causerie au pluriel idfc@saisie.fr. Je le répète, causerie au pluriel idfc@saisie.fr, par lequel vous pouvez envoyer vos questions. On essaye de garder un côté interactif à la causerie. Julien est friand de ce genre d'interaction, évidemment. Donc, n'hésitez pas, tout au long de la causerie, à envoyer un mail avec votre question. Pour les apprenants, précisez bien votre centre et votre formation, s'il vous plaît. Et vous pourrez donc participer comme cela un petit peu plus directement à la causerie. Vous pouvez, grâce à ce mail, également envoyer des idées de causeurs, de causeries, de thématiques qui vous intéresseraient pour la saison prochaine, qui sera mise sur pied dès juin prochain. Elle ne sera pas officielle, mais on commencera à travailler donc dessus en juin prochain. N'hésitez pas également, si des supports vous intéressent, de causeries passées ou de celles-ci, à demander via ce mail le support de présentation. Pour finir, les replays, beaucoup de demandes de replays, donc ils ne sont pas automatiques. Certaines causeries sont enregistrées, en effet, et disponibles sur la playlist Les Causeries Saisies sur la chaîne YouTube Saisie. Julien nous fait le plaisir donc de mettre à disposition sa causerie du jour, donc à voir et à revoir. Je vous remercie donc pour votre attention à cette causerie. Je remercie Julien pour sa présence. Tu peux avancer. Et donc je vous laisse pour une petite heure et j'attends vos questions sur le mail causerie au pluriel idfc@saisie.fr. Merci. Merci Héloïse, c'est mieux comme ça. Écoutez, merci de me faire le plaisir de donner votre attention pour ce moment qu'on va passer ensemble autour de cette causerie sur la gestion du temps, le focus, la concentration. On va parler aussi d'attention. Mon idée à travers ce moment qu'on va passer ensemble, c'est de vous faire part de mes réflexions sur le sujet. J'ai articulé cette présentation en deux grandes parties. La première partie va se concentrer surtout sur d'essayer de comprendre pourquoi ça peut parfois être difficile. La concentration, l'attention, la gestion du temps, la gestion de l'énergie aussi est disponible. Et la deuxième partie, c'est vraiment très pratique, ce que moi j'ai mis en place et qui, à mon sens, m'a permis dans cette période difficile, aujourd'hui pas trop souffrir par rapport à la période. Donc c'est vraiment toutes les techniques que j'ai éprouvées et je vais vous les partager. J'ai même prévu de vous partager le niveau de difficulté que moi j'ai éprouvé. Alors bien sûr, ce niveau de difficulté dépendra de chacun et de chacune d'entre vous. Alors, donc les trois thématiques et les trois moments de cette présentation. L'état des lieux, je vous en parlais, de la concentration, mais pas seulement, de l'attention également. Ensuite, reprendre en main, ce que j'ai appelé reprendre en main, de façon en mettant l'emphase sur reprendre en main sa destinée, on va le comprendre, puisque il ne s'agit pas seulement de nous en tant qu'individus, mais nous aussi en tant que collectif. Comment chacun, on peut collectivement changer notre façon de concentrer notre énergie, et même en tant qu'espèce. On ira jusque-là.
Et le troisième point, c'est la théorie des dominos. Je ne vous en dis pas plus. Je vous expliquerai ce que ça veut dire un peu plus tard. Alors, pour me présenter, je suis déjà intervenu au CESI, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ce que je me définirais, ma définition, c'est plutôt slasher curieux. Je suis friand de... j'aime changer, en fait, en règle générale. Je m'ennuie très vite. Et mon parcours, ma carrière, c'est un peu le reflet de ça. Alors, j'ai exercé plusieurs métiers, j'ai appris plusieurs choses. J'étais d'abord dans le marketing, puis dans le commercial. Puis ensuite, je me suis testé aussi au métier d'acteur, au métier de comédien. D'abord par l'impro, puis après en faisant une école de théâtre. Et puis maintenant, je suis formateur, je fais aussi des coachings. Et puis dernièrement, ma grande passion, c'est l'ingénierie pédagogique, la création de contenu de formation. Donc je dirais que ce qui m'accompagne vraiment depuis le début, c'est à la fois la curiosité et aussi le fait d'appréhender le changement. Et ça, c'est vraiment la grande question que j'ai mis, qui me taraude d'ailleurs, c'est comment on change. Qu'est-ce qui fait que l'on va changer? Qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à passer peut-être parfois la difficulté, la peur qu'on peut avoir, et qui va faire qu'on va se mettre dans un processus de changement dans nos comportements. Et on va le voir, ça a cette importance parce que on a nos petites habitudes. Et je pense que dans les grandes réussites, il y a d'abord un changement de petites habitudes. Alors, on va commencer. Je vous présente Bubule. Donc Bubule, c'est un poisson rouge, et Bubule, il est en train de nous regarder avec circonspection. Est-ce que peut-être vous vous posez la question de savoir pourquoi il nous regarde de cette façon? Alors Bubule, il nous regarde comme ça parce que il est très étonné de nous voir là depuis son bocal. Il se dit, ils sont quand même étranges ces humains. C'est incroyable, ils ont énormément de mal à se concentrer. Ils ont beaucoup de mal à garder leur attention, en fait. Alors, pourquoi j'ai illustré le thème de l'attention avec Bubule? Parce qu'il y a une étude qui est parue en 2015, une étude canadienne, qui a mis en avant une donnée qui ne va pas forcément vous étonner, mais c'est que l'attention des êtres humains, en règle générale, a tendance à baisser. Le niveau d'attention, la capacité à se concentrer et être attentif a tendance à baisser. Alors, bien sûr, ça dépend en fonction des médias, en fonction des situations, mais en règle générale, elle a tendance à baisser. C'était un ressenti, ça a été validé par cette étude, qui a même mesuré ce taux d'attention. Il estime que le taux d'attention est passé en quelques années de 12 secondes à 8 secondes. Et pourquoi je l'illustre avec Bubule? C'est parce qu'on estime que la durée d'attention moyenne d'un poisson rouge sur un point fixe en dehors de son bocal, elle est de 9 secondes. Ce qui veut dire qu'en 2015, l'être humain est passé sous le niveau d'attention d'un poisson rouge. Ça peut paraître étonnant comme ça. Souvent, on dit j'ai une mémoire de poisson rouge. Là, il ne s'agit pas de la mémoire, il s'agit de l'attention. Donc, les poissons rouges, entre eux, peuvent se dire j'ai le niveau d'attention d'un humain, quand ils se moquent d'eux, entre eux. Donc, maintenant, c'est un constat. Notre niveau d'attention baisse. Ça a été mesuré par certaines études. Maintenant, la question, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi c'est si difficile pour nous de rester attentifs? Il y a en tout cas, moi, je vais explorer plusieurs pistes qui sont mes réflexions. Il y a plein d'hypothèses qui sont avancées. Une des grandes hypothèses que j'explore ici, c'est surtout le fait que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère de l'information. D'aucuns diront d'ailleurs que c'est une nouvelle révolution industrielle, que le nouvel or noir, c'est la data. Le nouvel or noir, c'est la connaissance, les données, l'information, et que dans cette nouvelle ruée vers l'or, eh bien, c'est nos données personnelles qui sont ce qui coûte le plus cher. Donc les informations disponibles vont être le prix, en tout cas le gain de la guerre que se mènent les grandes entreprises aujourd'hui. Alors on parle bien sûr de big data pour les grandes entreprises du net, mais pas que, même les entreprises traditionnelles s'y mettent aussi en allant récupérer le maximum d'informations. Si vous voulez avoir la tête qui tourne par rapport à ça, moi, quand je veux avoir peur et quand je ne veux pas dormir, je vais sur un site internet qui s'appelle worldometers.info.fr. Vous avez la compilation de tout ce qui se passe dans le monde chaque seconde. Donc worldometers.info.fr, si vous allez sur ce site, vous allez très vite avoir peur.
Et notamment, il y a la compilation du nombre de données qui sont produites, qui sont consommées chaque seconde dans le monde. Le nombre de naissances, si vous pouvez aller voir le nombre de naissances, ça peut parfois donner la tête qui tourne. Nous, ce dont on va s'intéresser dans l'économie de la data, c'est vraiment les informations disponibles. En fait, ce qui se passe, c'est que le nombre de production d'informations est il augmente de manière exponentielle. Le nombre d'informations collectées et produites en 5 ans est beaucoup plus important que ce qui a été produit depuis entre le début de l'humanité et l'année 2000, par exemple. Donc chaque seconde, nous en produisons énormément. Par exemple, pour vous donner quelques exemples de ce qui se passe, c'est qu'il y a 1 minute de cela, donc il y a quelques minutes là, quand je vous parlais de mon poisson rouge. Entre-temps, il y a eu 2700 installations de l'appli TikTok. Il y a eu 347 222 stories qui ont été créées sur Instagram. Vous avez près de 42 millions de messages envoyés sur WhatsApp. Bref, je vous passe les détails, mais vous comprenez bien qu'il y a une production de contenu qui est énorme, qui est impressionnante et qui est le sujet central de ce qu'on va voir. Parce que cette production de données, ça produit quoi? C'est déjà, elle accapare notre attention. C'est-à-dire, plus on a de canaux disponibles, plus on a des attentions potentielles. Donc en fait, la guerre qui est en train de se dérouler sous nos yeux et dont nous sommes les principaux... nous sommes les territoires sur lesquels les grandes entreprises vont mener cette guerre. Elle se déroule autour de ces sujets-là qui sont l'attention de l'être humain. Parce que grâce à l'attention, les entreprises vont être capables d'aller chercher leur or noir, c'est-à-dire la data, collecter de la data et récupérer de l'information. Donc il faut qu'ils accaparent notre attention. Parfois, on entend l'idée de temps de cerveau disponible. Quand on a notre attention, on va être capable d'aller chercher du temps de cerveau disponible. C'est ce qu'on entendait parfois autour de la télévision. Aujourd'hui, ça a un autre sens, puisque déjà, je me souviens qu'on parlait de ça dans les années 90 avec la télévision. Maintenant, c'est tout un pan de nouveaux médias qui se livrent cette guerre. Donc, dans cette économie de l'attention, ils ont compris une chose, c'est que nous avons peur. De quoi avons-nous peur? En réalité, il y a un biais cognitif très très fort chez chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Ce que nous avons peur, c'est de rater quelque chose. En fait, ce qui va nous faire bouger, c'est beaucoup plus la peur de rater quelque chose que le désir d'avoir autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans le monde de la data, de l'information? C'est que chacun d'entre nous a bien compris que pour réussir dans ce monde, il faut qu'on ait accès à l'information, qu'on ait le plus d'informations possible, qu'on en produise bien sûr, mais surtout qu'on ait accès à l'information. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'exister dans ce monde. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque bribe d'information, il faut bien la choisir. Et surtout, il faut que je ne rate absolument rien de ce qui se passe. Déjà parce que je risque d'être déconnecté de mon marché potentiel, mais en plus de ça, je risque d'être déconnecté des autres. Aujourd'hui, la communication passe beaucoup plus par ces réseaux qu'auparavant. Je reste déconnecté du monde, tout simplement. Donc, forcément, on a cette peur qui nous domine, de se dire il ne faut absolument pas que je rate quelque chose. Donc, toutes ces notifications, toutes ces sollicitations vont accaparer notre attention. On va sauter sur le petit pop-up qui va s'allumer, la petite notification sur notre téléphone. À tel point qu'on met en place des stratégies qui peuvent paraître, si on prend un peu de recul, étonnantes. Moi-même, j'en ai fait expérience plus d'une fois. Par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes en conversation tranquille avec un ami ou avec votre copine ou n'importe qui, quelqu'un qui vous est cher, et puis vous coupez la relation synchrone réelle pour répondre à un SMS ou pour répondre à une notification WhatsApp. C'est-à-dire qu'on va couper la relation réelle et on va plutôt donner, de la valeur à cette relation qui est virtuelle. Parce qu'on a peur de rater quelque chose. Ah, il faut que je réponde tout de suite. Alors que la personne qu'on a en face de nous, elle est considérée comme disponible. Mais j'ai peur de rater quelque chose si je ne réponds pas à ce message ou si je ne découvre pas ce qu'il y a derrière. Donc on va
petit à petit à baisser la qualité des relations synchrones réelles. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, je pense que s'il y a une vertu de ce qu'on est en train de vivre avec la situation sanitaire, c'est peut-être même cette sensation d'overdose de data, d'overdose de relations virtuelles. Je le sens, hein, l'être humain est un être profondément social, et on le voit quand on fait des relations à distance, avec la visio, etc. On a besoin du réel. On a besoin du réel. Et d'ailleurs, beaucoup de collaborateurs aujourd'hui ont envie de revenir en présentiel, hein. Ils se sont rendus compte que ça leur manquait. Ils réclamaient à corps et à cri le télétravail. Ils sont passés en full télétravail 100% tout le temps. Ils se rendent compte que la relation réelle, ça a sa vertu. Parce qu'on n'échange pas que de l'information quand on est en présence de quelqu'un d'autre. On échange aussi des ressentis, on échange des sensations, des émotions. Et on va en reparler des émotions parce que c'est un thème central, selon moi, pour les années à venir. Donc voilà, ça, les entreprises du Big Data, toutes les entreprises qui ont compris le fonctionnement de cette nouvelle ère économique, ils vont fonctionner sur nos biais cognitifs et notamment ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Alors qu'est-ce que ça provoque ? Pour ça, il faut aller se remémorer de ce que... des niveaux d'attention et notamment de la différence entre l'attention et la concentration, qui n'est pas tout à fait la même chose. Les deux sont liés, mais ce ne sont pas les mêmes définitions. Commençons par le commencement, c'est-à-dire l'attention, puisque c'est bien de ça il s'agit. Je suis en train de me promener et puis j'ai différents points potentiels d'attention. C'est ce qui se passe, hein. J'ai une vidéo sur YouTube d'un côté, j'ai une causerie saisie de l'autre, j'ai un film sur Netflix de l'autre, et puis j'ai un ami qui m'appelle de l'autre côté. Donc ça, c'est des points d'attention possibles. Donc qu'est-ce que je vais choisir ? C'est un peu ça. Donc pour revenir sur la définition de l'attention, il y a un psychologue américain qui en donne une très intéressante qui s'appelle William James. C'est la prise de possession consciente d'une idée ou d'un objet au détriment d'autres potentielles idées ou objets. Donc ça veut dire que de manière consciente et vive, l'esprit va prendre possession d'un élément. Et bien sûr, ce processus va mettre en place quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il va renoncer aux autres sources potentielles d'attention. Qu'est-ce qui va se passer forcément dans l'absolu ? Ce qui va être plus compliqué aujourd'hui, c'est que les niveaux et les sources d'attention potentielle, elles se sont surmultipliées ces dernières années. Évidemment, on a beaucoup plus de choix et donc plus de difficultés à choisir. Donc là, déjà, on va avoir une déperdition d'énergie. Parfois, on peut parler de réserve de volonté. Ça, c'est Cal Newport, dans son ouvrage intitulé Deep Work, qui en parle. Il dit que nous démarrons notre journée, tous, chacun d'entre nous, avec une réserve, ce qu'on appelle une réserve de volonté. Et que cette réserve de volonté, on va la dépenser au fur et à mesure de la journée. Et effectivement, déjà, choisir, hein, on dit parfois choisir, c'est renoncer, mais c'est exactement ça. Renoncer à des sources d'attention, déjà, ça va être dépenser de l'énergie. Donc c'est compliqué dans un premier temps. Donc l'attention, elle va favoriser l'ouverture de nos sens à la réalité externe ou interne. Et puis, dans un deuxième temps, une fois qu'on a l'attention, va arriver la concentration. La concentration, ça va être comme une bulle enveloppante, en fait. Ça va nous permettre de nous isoler, de bloquer l'arrivée des autres inputs, des autres sources d'attention. Alors évidemment, toujours pareil, c'est-à-dire plus vous allez multiplier le nombre de sources possibles d'attention, plus ça va être compliqué en fait de résister. Et donc vous allez encore utiliser un petit peu de votre réserve de volonté. Et il en faut encore plus aujourd'hui puisqu'il y a plus de sources de déconcentration. Donc, une fois arrivé au bout de ce chemin, hein, vous avez vu déjà le chemin qu'on doit parcourir, c'est-à-dire qu'on doit résister aux sources d'attention, on doit choisir. Donc ça, c'est notre réserve de volonté, elle est déjà bien entamée. Et après, derrière, on doit rester concentré. Alors là, notre réserve de volonté, elle commence à drastiquement diminuer. Et ça, je vous parle, là, on est le matin. Hein, imaginez, c'est le matin, là, déjà. Dernière étape, et c'est ce qui va nous permettre la concentration va nous permettre de faire quoi ? Elle va nous permettre de faire quelque chose qui compte. Des tâches profondes. Ça, je vous renvoie toujours à l'ouvrage de Cal Newport, Deep Work, qui est vraiment très intéressant, qui explique que les tâches profondes, c'est
c'est ce qui va garantir notre employabilité à long terme, c'est la capacité à rentrer dans le deep work, donc les tâches complexes et profondes. Et deuxième étape, c'est cette concentration va bien sûr nous permettre de mémoriser. Et quand je vous dis mémoriser, je vous dis bien de mémoriser efficacement. Parce qu'on peut mémoriser à court terme en se mettant en mode commando. Dieu sait que je l'ai déjà fait. On peut mémoriser sur une période très, très court-termiste. Mais c'est une mémorisation de faible qualité. C'est-à-dire, passer l'examen, on ne va plus s'en servir et on ne va plus le réutiliser. Si on veut mémoriser et que surtout ça nous serve à développer nos compétences, il faut qu'on soit capable de se concentrer de manière qualitative. Et le dernier point, globalement, c'est le développement cognitif. Parce que une des particularités de l'être humain, il est doté évidemment d'un cerveau très particulier. La particularité de ce cerveau, c'est qu'il est plastique. C'est-à-dire qu'il va s'adapter à son environnement. Donc il va développer certaines connexions neuronales à n'importe quel âge. N'importe quel âge, en fait, notre cerveau est capable de développer certaines connexions neuronales et en mettre de côté d'autres. C'est exactement comme fonctionne un muscle. C'est-à-dire que si on le force à faire des additions, il va développer certaines connexions du calcul mental. Si on n'en fait jamais, eh ben forcément, ça va s'atrophier et notre capacité à raisonner certains raisonnements de mathématiques va en être diminuée. On va le voir juste après, ça a un impact non négligeable sur la façon dont dont les nouvelles générations, en tout cas, vont développer certaines compétences. Est-ce que vous connaissez ce film ? Idiocratie. Alors, c'est un film dont je vous recommanderai pas forcément pour la qualité du film en tant que tel, un film de 2006. Par contre, je trouve ce film à la fois intéressant par rapport à mon sujet et très effrayant. Je vous explique pourquoi. Alors, c'est un film dans lequel le personnage qui est joué par Luke Wilson ici, c'est un Américain moyen donc, qui travaille à l'armée, je crois qu'il est soldat, et donc dans une expérience de l'armée, il est cryogénisé. Donc c'est un Américain vraiment moyen partout. Il a un QI moyen, il est moyen, c'est l'Américain moyen. Et donc on le cryogénise et il se réveille en 2040 dans un monde complètement différent puisque les gens sont devenus extrêmement bêtes. D'où Idiocratie et il est pris comme un génie. C'est-à-dire quand il se réveille, il est considéré comme un génie. Alors je trouve que le plot de départ est extrêmement intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Après, la façon dont c'est filmé et le film, je vous en laisserai juge. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que d'aucuns disent que c'est le premier film qui est devenu un documentaire. C'est devenu un documentaire pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est qu'on a cette courbe que vous voyez ici. C'est une courbe qui a été mise en avant par un chercheur néo-zélandais qui s'appelle James Flynn. Vous connaissez peut-être, c'est la courbe de Flynn. Qu'est-ce qu'il a montré, ce chercheur néo-zélandais ? Il a montré qu'en regardant les tests de QI des conscrits moyens sur plusieurs pays développés, depuis le milieu des années 90, la tendance était plutôt à une hausse moyenne du niveau de QI. Des tests sur des conscrits, donc c'est les tests qui étaient à l'entrée à l'armée pour les niveaux de QI, du niveau de QI moyen. Donc ça, ça a été connu comme l'effet Flynn, et l'histoire aurait pu s'en arrêter là. Mais seulement ça ne s'arrête pas là, l'histoire. À partir du milieu des années 2010, il y a un autre chercheur qui s'appelle Richard Lynn et Edward Dutton qui ont mené qui ont continué les courbes établies par Flynn. Et en 2016, ils sont arrivés à une observation très étrange. C'est que l'effet Flynn avait tendance à s'inverser dans certains pays. Certains pays développés, en fait, la moyenne du QI avait tendance à baisser. Par exemple, en France, on estime qu'entre 1999 et 2009, le QI moyen a baissé de 4 points. Alors, ça, c'est une première observation. Il y a plein de biais dans l'analyse de Lynn et Dutton, notamment parce que la population de conscrits ne correspond pas forcément à la population moyenne. Donc ça, c'est un des biais. L'autre biais qu'on pourrait lui opposer, c'est que le QI mesure un type d'intelligence. Il ne mesure pas tous les types d'intelligence, et on l'a vu, puisque le cerveau est plastique,
si on utilise moins un certain type d'intelligence, on va peut-être en développer d'autres, l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, etc. Néanmoins, on a un ressenti quand même. Regardez tout ce qu'on voit depuis le début. Baisse de niveau de l'attention, QI qui a tendance à baisser, plus une autre étude menée en France autour des niveaux mathématiques dans les classes de CM2, menée sur 1400 élèves entre 2008 et 2019. On se rend compte, donc il y a eu trois moments, donc sur les mêmes classes, on a évalué les niveaux de mathématiques des élèves, et on s'est rendu compte qu'entre 2008 et 2012, les niveaux avaient été plutôt identiques, et par contre, il y a une baisse drastique en 2019 du niveau de mathématiques en CM2. Donc tout ça, mis bout à bout, nous amène quand même à nous poser des questions sur qu'est-ce que l'humain va devenir. Donc on va tracer en fait ce qu'on appelle des courbes prospectives sur qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Moi, je me suis beaucoup intéressé au sujet de l'intelligence artificielle par rapport à ça, et de savoir comment nous allons demain cohabiter avec les robots. Et j'ai lu des ouvrages que je vais vous partager juste après, et certains justement établissent des prospectives, donc des projections en fait de comment on va cohabiter, comment l'humanité va s'organiser autour de l'apparition d'un nouvel élément qui est la robotisation, l'intelligence artificielle. Et ça, il faut qu'on se pose la question, et je vais vous partager, moi, une vision que je partage avec Kai-Fu Lee, dont je vais vous présenter l'ouvrage juste après. Lui, il imagine une humanité divisée en trois, grosso modo, avec une partie des personnes qui ont accès à la connaissance, qui ont les capacités cognitives nécessaires pour créer les machines, pour créer des intelligences artificielles. Donc évidemment, cette catégorie de personnes, c'est une catégorie un petit peu d'élus, entre guillemets, donc les personnes qui vont être capables d'être valorisées dans la société, puisque c'est eux qui sont à la base du système. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes, qui seraient des personnes qui ont compris que s'ils n'ont pas ces capacités-là, ils peuvent en développer d'autres. Donc ils vont être plutôt sur des éléments d'intelligence transverse, qu'on va appeler intelligence relationnelle, intelligence émotionnelle. Donc ils vont être capables de, si je schématise un peu, d'être ceux qui vont faciliter la communication au sein de la société. Ils vont faciliter la transition entre les équipes, la transition humain-machine et humain-humain. Et puis vous avez la troisième type de personnes, soit parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la connaissance, ou soit parce qu'ils ne veulent pas. Eh bien, ces personnes-là, elles sont condamnées à être des esclaves des machines. C'est-à-dire des personnes qui vont donner leur data et qui vont nourrir les machines avec de la data pour qu'elles apprennent toujours plus. Donc c'est le gros de la population, en fait. Et c'est un peu, d'ailleurs, si je reviens un petit peu en arrière, c'est pour ça que c'est assez terrifiant. C'est que, j'ai oublié de vous en parler juste avant, c'est que James Flynn, Richard Lynn et Edward Hutton, ils ont aussi mis en avant que non seulement il y avait une baisse moyenne du QI, mais il y avait également plus d'écart entre les moins bons et les meilleurs. C'est ce que vous voyez d'ailleurs sur cette courbe qui est ici, là, vous avez c'est ce qui a été observé sur les conscrits en Norvège. Donc vous voyez, ça s'arrête en 2004. Hein. Si vous tirez la courbe, vous avez une augmentation ici, là. Et là, c'est ce qu'il y a au-dessus. Donc ici, là, vous avez la courbe qui montre le QI moyen, le nombre de personnes qui sont au-dessus de la moyenne. Et ici, vous avez le nombre de personnes qui sont en dessous de la moyenne. Et ici, vous avez une augmentation en fait, des écarts types. Donc, c'est-à-dire vraiment une société qui se coupe en deux entre ceux qui ont accès à la connaissance et ceux qui ont la capacité cognitive et ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas accéder à la connaissance. C'est assez terrifiant parce que dans le monde de demain, pour moi, il faut être capable de développer ce qui va faire la différence avec des robots. Qu'est-ce qui va faire la différence avec des robots demain ? Les différences qu'il va faire avec des robots, pour moi, il y en a 4 majeures. La première, c'est la capacité à élaborer des modèles abstraits, de conceptualiser, de prendre du recul et de conceptualiser de nouvelles machines. Ça, c'est vraiment une capacité propre à l'humanité, encore aujourd'hui. Deuxième capacité, c'est la créativité, développer notre créativité, développer notre capacité à penser en dehors de la boîte. Les machines font très bien ce qu'il y a dans la boîte. Nous, il faut qu'on pense en dehors de la boîte. Par exemple, si imaginez vous êtes en 2060, alors peut-être même avant. Par exemple, c'est déjà d'ailleurs en train de se passer. Hein. C'est tout ce qui est travail de comptable, travail d'audit.
c'est de plus en plus automatisé. Tout ce qui va être, par exemple, la recherche d'éléments juridiques dans la jurisprudence, etc. Par exemple, le travail d'assistant juridique. Il y avait un classement, je ne sais plus dans quel magazine c'est paru, un classement qui montrait les métiers qui ont le plus de risques, pas de disparaître, mais de se transformer radicalement. Et parmi ceux-là, il y avait évidemment dans le top 3, alors ça va vous faire sourire, mais le premier, c'était l'inspecteur des impôts. Le premier, c'était l'inspecteur des impôts. Ensuite, vous aviez l'assistant juridique. Et en troisième, vous aviez la comptabilité. Donc tout ça, pourquoi ? Parce que ce sont des tâches répétitives et finalement qui peuvent être assez facilement automatisées. Et qu'est-ce qui leur reste ? C'est pas tant des métiers qui disparaissent, mais ce qui va leur rester, c'est la relation. D'où mon troisième point, c'est-à-dire développer notre capacité à comprendre l'être humain. Notre capacité à gérer nos émotions et à comprendre les émotions des autres, développer notre empathie. Donc ça, c'est une qualité qui, en tout cas, c'est ma vision, dans le monde de demain, va être essentielle. Si on veut, en tout cas, développer notre employabilité et notre capacité à servir le monde de demain. Et le quatrième point, c'est nous mettre à jour constamment, apprendre en continu. Je lisais une étude il y a quelques jours de l'EM Lyon, qui disait qu'ils avaient évalué qu'une compétence technique acquise, auparavant c'était environ 25 ans, ça pouvait tenir 25 ans. Aujourd'hui, une compétence technique que vous acquérez sur n'importe quel sujet, ça dure environ 4 ans. Donc on est passé de 25 ans, c'est-à-dire imaginez vous vous formez sur un logiciel comptable, vous aviez 25 ans tranquille grosso modo, et aujourd'hui ces 25 ans c'est passé à 4 ans. Donc cette capacité, ça aussi c'est au niveau de la plasticité, il faut la travailler, c'est cette capacité à apprendre tout le temps et en continu. Vous êtes en train de le faire si vous suivez cette causerie, mais sachez qu'il ne faut pas attendre qu'on vous dise d'apprendre, il faut s'exercer, c'est comme un entraînement, s'exercer à apprendre constamment. Et à n'importe quel moment de votre vie. Par exemple, à apprendre dans les jeux vidéo, à apprendre quand vous regardez un film. C'est plus d'être passif, c'est de s'entraîner, d'exercer notre plasticité dès aujourd'hui, parce que c'est ce qui va faire la différence demain, tout simplement. Et si vous arrivez demain entraîné, vous serez toujours plus adapté que quelqu'un qui découvre ça. Donc voilà les 4 ouvrages qui m'ont servi de base. Donc ce sera l'IA et moi de Cécile Dejoux, Disruption de Stéphane Maillard, et, Remettre l'humain au cœur du monde de Hervé Cuyandre, et puis il y a La plus grande mutation de l'histoire de Kai Fu Lee. Alors maintenant qu'on a tracé le tableau, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, ici, je vais vous partager ce que moi je fais au quotidien, ce que j'estime être difficile, ce que j'estime moins difficile. Bien sûr, ça sera soumis à votre idée. C'est quelques techniques, bien sûr, mais que je peux proposer à des personnes qui cherchent à développer leur productivité, cherchent à retrouver leur concentration. Moi, je les ai bien sûr testés sur moi avant de vous les présenter. Donc, c'est le moment pour essayer pas essayer, on va le faire, de reprendre en main notre destinée. Alors, première chose, c'est se reconcentrer à l'instant présent. Se recentrer à l'instant présent, parce que qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un SMS, quand on anticipe quelque chose, c'est qu'on n'est plus vraiment à l'instant présent, on n'est plus capable de donner 100% de notre énergie à l'instant présent. On a déjà une partie de notre énergie, notre attention, notre concentration qui est focalisée sur un événement futur. Donc quand on concentre notre énergie, notre attention sur un événement futur, qu'est-ce qui se passe ? Déjà cet événement il n'est pas encore produit. Donc ça veut dire qu'on travaille sur quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Le seul impact qu'on peut avoir réellement, c'est un impact sur le présent. Je ne peux agir sur ce que je vais produire, sur moi, que à l'instant présent. Et paradoxalement, l'instant présent, c'est celui pour lequel parfois on accorde le moins d'importance. On est concentré sur « Ah, la semaine prochaine, j'ai un oral de tatatatin, ça me fait peur » ou alors « J'ai raté mon exposé, ça m'embête beaucoup ». Et finalement, l'instant présent... Il est mis de côté. Donc c'est cette capacité à se recentrer sur l'instant présent, puisque c'est le seul temps qui nous permet de faire des choses, de changer notre avenir. Donc se recentrer, et puis dès qu'on se déconcentre, finalement, de penser à cet exercice très simple. C'est quand je sens que l'attention est portée sur le futur, par exemple, ou sur le passé, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a 3 options. Soit je continue à y réfléchir, en conscience, en me disant ok, j'accepte de passer moins d'énergie sur l'instant présent et je vais passer du temps à m'en faire pour ce qui va se passer. Deuxième option, c'est d'agir. Ok,
Ce que je fais là a peut-être moins d'importance puisque ce n'est pas porté à mon attention. Je vais tout de suite me mettre à ma révision. Imaginez, vous anticipez un oral qui va se passer dans la semaine prochaine. Ok, j'ai une soutenance la semaine prochaine. Bah alors, soit je fais deux choses en même temps, c'est-à-dire j'essaie de faire ce que je fais en même temps, mais en même temps je pense à mon oral de la semaine prochaine. Ça, c'est généralement pas très efficace. Soit je décide de passer à l'action, c'est-à-dire je passe et je prépare mon oral et j'abandonne ce que je suis en train de faire. Troisième option, c'est je me le note sur un papier et à ce moment-là, c'est comme si j'utilisais une sorte de mémoire externe. C'est que puisque c'est noté sur mon bout de papier, j'ai tendance à moins y penser. Je l'ai noté. Je vais me garder un moment dans mon agenda pour travailler ce sujet. Et ça me rassure parce que j'ai l'impression de contrôler ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est constamment, toutes les semaines, c'est vous dire de faire un bilan de votre semaine en disant quel pourcentage de mon attention a été porté sur l'instant présent, véritablement. Vous pouvez le faire toutes les semaines, tous les jours, en fonction de vos disponibilités et vos capacités. Et quand ce n'est pas sur l'instant présent, de faire un bilan, de se dire pourquoi. Qu'est-ce qui a accaparé mon attention? Et quand je vous dis un bilan, c'est écrit. Hein. Moi, je fais ça toutes les semaines. Toutes les semaines, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Et pourquoi je n'étais pas à 100% dans ce que je faisais? Je fais le bilan, ça vous permet aussi d'avoir cette impression de maîtriser les choses. Ce n'est pas qu'une impression, c'est que vous maîtrisez beaucoup plus votre énergie. Deuxième, alors ça, je l'ai mis dans le niveau novice. C'est assez facile à faire. Ce qu'il faut juste, c'est de la motivation, puis on va le voir, ce sujet motivation. Troisième chose, c'est respirer. Prendre le temps de respirer. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la respiration vous permet aussi de se focaliser. C'est un moyen de se focaliser sur l'instant présent. Donc de retrouver cette respiration profonde, la respiration diaphragmatique qu'on appelle, c'est les respirations profondes, les respirations des nouveau-nés. Et ça, moi je vous encourage à le faire tous les matins, 3 minutes de respiration. Et ça vous permet vraiment de vous recentrer. C'est-à-dire l'objectif, c'est de ne plus penser à ce qui va se passer dans la journée, c'est de ressentir le présent. Alors ça peut être parfois paradoxal. Pourquoi c'est important? C'est parce que ce n'est pas les mêmes circuits neuronaux qui vont être mis en œuvre. Ce n'est pas les mêmes circuits cognitifs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive tout le temps. C'est que mes idées créatives, elles arrivent dans la douche. Ou dans les moments où je cours, par exemple, ou quand je fais mon footing. C'est jamais quand je cherche une idée que je vais la trouver. Donc pour ça, il faut aussi valoriser des moments où on est en mode off. Pas toujours en train de chercher, mais on se refocalise sur l'instant présent. Donc c'est vraiment de garder ces moments. Moi, c'est le matin, 3 minutes de respiration profonde dans lequel je pense à rien. Et pour ça, je m'appuie sur un outil qui est gratuit, qui s'appelle Cardia. C'est un outil de respiration. Vous pouvez le télécharger sur Apple et je crois que c'est Android aussi. Et vous le paramétrez comme vous voulez. Moi, je vous conseille 3 minutes tous les matins. Alors, je mets avancé parce que je dois vous faire une confidence, c'est un peu compliqué de tenir tous les matins. Parfois, c'est quelque chose que je peux zapper dans mes rituels. Ensuite, mettre en place des nouvelles habitudes. Et ça, je vais vous donner des techniques pour mettre en place des habitudes. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Pour ça, je m'appuie sur 3 ouvrages. Le premier ouvrage, c'est l'effet composé d'Aren Hardy. Donc ça va peut-être vous parler, c'est l'effet des intérêts composés appliqué à votre développement personnel. Je vais vous expliquer, ça c'est aussi ça la théorie des dominos. Deuxième ouvrage, c'est Atomic Habits de James Clear, dont j'ai tiré les 4 lois que je vais vous présenter. Et puis le troisième, ça va vous plaire, le titre Miracle Morning pour millionnaires d'Al Elrod, qui dit exactement Al Elrod, qui dit exactement la même chose. Les 3 ouvrages parlent d'exactement la même chose. C'est la primeur qu'a la constance sur l'inconstance. La primeur qu'a la régularité sur l'intensité. C'est-à-dire que si vous voulez changer de manière profonde et changer vos résultats, il vaut mieux le faire un petit peu tous les jours qu'un grand coup de bourre juste avant l'arrivée d'un projet. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est une manière efficace de changer. Attention sur la durée. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est juste d'avoir votre soutenance et que vous n'avez pas d'objectif derrière, qui est par exemple de développer un vrai savoir-faire sur, je sais pas, votre sujet de prédilection,
À ce moment-là, pourquoi pas, hein, vous préparez la veille pour le lendemain. Moi, je l'ai fait personnellement, ça marche. Par contre, derrière, il vous en reste pas grand-chose. En revanche, si vous voulez reprendre votre vie en main, si vous voulez développer des vraies compétences profondes, il vaut mieux se baser sur les petites habitudes. L'effet composé. Pourquoi l'effet composé? Pourquoi j'ai mis des dominos? Imaginez, vous mettez des dominos tout autour de la Terre. Donc vous faites le tour de la Terre, je ne sais pas comment est la circonférence, mais vous faites vous savez, des petits dominos les uns après les autres tout autour de la Terre. En fait, sur chaque domino, à chaque domino, vous augmentez la taille de 0,1% à chaque fois, 0,1%. Il est fort probable que le dernier domino fera la taille d'un immeuble. Vous serez capable, par un effet donc c'est les intérêts composés, de changer des choses de manière drastique, de faire tomber des barrières juste par cet effet cumulatif, en fait, et petit à petit, des changements dans vos habitudes au quotidien. C'est ça l'effet domino. Et donc, pour ça, il faut de la constance. Et pour mettre en place de la constance, il faut un objectif très précis. Donc ça, je veux vous amener aussi à réfléchir, comme moi j'ai fait, sur les objectifs que vous pouvez vous fixer, et de bien comprendre qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que je veux dans ma vie. Ça, c'est un athlète qui évidemment est très connu, mais qui m'inspire beaucoup par rapport à ça. Et j'adore cette citation. Je vais vous la lire, même si elle est inscrite directement, parce que juste de le dire, ça me paraît être exactement l'application de ce que je vous ai dit. On ne voit que la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le fait qu'il ait gagné 6 titres de championnat NBA. On voit tous les records qu'il a battus, mais il ne faut pas oublier comment il en est arrivé là. Il en est arrivé là parce qu'il était obnubilé, Michael Jordan, par sa réussite, par devenir le meilleur. Et ça, vous le retrouvez dans plein d'autres sportifs. Et parce qu'aussi, il a raté. C'est-à-dire qu'il a continué, et il a atteint ses objectifs. Mais on ne voit pas tout ce qu'il a raté, toute la difficulté qu'il a eu derrière. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie, et c'est pourquoi j'ai réussi. C'est-à-dire que l'importance qui est mise en avant ici, c'est la constance et le fait d'être dirigé vers un objectif. Attention, je vous mets en garde contre une chose. Être dirigé vers un objectif, c'est bien. S'y accrocher, ça peut être dangereux. Il faut avoir une vision de vous qui soit flexible. C'est-à-dire, on a des aspirations. Mais par exemple, si demain, je ne sais pas, vous dites je veux être footballeur professionnel et gagner tant d'euros par mois, si vous voyez que la vie ne vous apporte pas ce que vous voulez, vous risquez de vous accrocher et parfois de devenir aigri et de finalement tout abandonner. Ce qui est bien, c'est d'avoir des aspirations. Devenir footballeur professionnel, ok, mais qu'est-ce que tu veux derrière ça? C'est quoi ce que tu veux que ça t'amène, ça? Est-ce que c'est un statut? Et est-ce que ça, tu ne peux pas l'avoir autrement? Donc la définition de vos objectifs de vie va aussi dépendre de votre capacité à continuer, à rester focus, rester concentré sur votre but. Donc des lois pour mettre en place des bonnes habitudes. Voilà, je vous partage moi ce que j'ai fait. J'ai appliqué ce qu'a fait James Clear dans Atomic Habits. Donc la première loi de James Clear dans Atomic Habits, c'est rendre le signal évident ou inexistant. Quand c'est une bonne habitude, on rend le signal évident. Quand c'est une mauvaise habitude qu'on veut abandonner, on le rend le signal existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez vous mettre à lire, eh bien, le livre, vous le mettez, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait, quand vous faites votre lit le matin, eh bien, vous mettez votre lit sur le lit. C'est-à-dire que le livre, ça va être facile, le signal est évident pour vous, et ça va être facile de mettre en place cette habitude, puisque vous ne pouvez pas faire autrement que prendre le livre pour vous recoucher. Par exemple, c'est une technique. Si vous voulez arrêter de manger des sucreries, la première chose à faire, c'est peut-être d'arrêter de mettre des sucreries en évidence dans votre cuisine. Ça va être peut-être de les cacher. De cette manière, vous rendez le signal peu évident. C'est exactement ce que j'ai fait à la fois pour le fait de beaucoup plus lire et aussi pour arrêter de grignoter entre les repas. Deuxième chose, alors c'est la loi 2, c'est pas la loi 3, rendre la réponse facile ou difficile. Moi, je suis un gros joueur. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Et donc, les jeux vidéo, forcément, ça prend le niveau d'attention, ça va prendre du temps sur autre chose. Mais sauf que mon objectif était très clair et la focalisation, elle était ailleurs. Je me suis dit, il faut donc que je mette en place ça. Pourquoi je vous ai montré ça? Parce que c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que la console, pour rendre la réponse de cette mauvaise habitude plus difficile, je la débranche électriquement derrière. Ce qui veut dire que si je veux me mettre à jouer, il va falloir que j'ai un effort supplémentaire. Donc ça va aller toucher mon niveau
de volonté pour aller rebrancher derrière la console pour y jouer. Ça devient plus difficile en fait d'y jouer. Et vous pouvez exactement faire la même chose avec une bonne habitude à prendre. Alors, c'est les petites choses, vous voyez, qui sont mis bout à bout, font que vous faites la différence sur le long terme. Troisième petite chose, c'est faire ce qu'on appelle du regroupement d'habitudes. C'est-à-dire que vous avez deux habitudes et vous allez les associer pour créer des réponses positives ou négatives dans votre psyché. La transformation du couple récompense-punition. J'ai pris un exemple d'une personne qui veut arrêter de fumer. Ce n'est pas mon cas, puisque je n'ai jamais fumé, mais une personne qui veut arrêter de fumer. Il peut se dire, par exemple, que si je veux arrêter de fumer, à chaque fois que je ne fume pas, je m'accorde des sucreries. Ça peut être alors après, ça peut être dangereux ailleurs pour le diabète, par exemple. Mais vous pouvez vous accorder autre chose. Par exemple, à chaque fois que je ne fume pas, je m'accorde 1 heure de jeu sur console. Ça vous permet en fait d'associer en fait une récompense à la mise en place d'une mauvaise ou une bonne habitude. Alors récompense ou punition. Vous pouvez tout à fait dire à chaque fois que je prends du beurre de cacahuète, je vais me faire 25 pompes. Ici, vous associez en fait deux habitudes et vous rendez la récompense l'habitude avec une récompense ou une punition. Dernière habitude. Ah bah oui, donc j'ai tout fait. Hein, c'est toi. Le plus important là-dedans, c'est de garder visuellement vos objectifs. Ça, c'est quelque chose que vraiment il faut garder en tête. Moi, par exemple, là, je vous ai pris des photos de mon intérieur. Ça, c'est chez moi. Donc, ça, je vous parlerai. C'est une application que j'utilise tous les jours pour garder le cap. Donc, vous voyez, j'ai des courbes partout. Ici, c'est mon poids. Vous voyez, j'ai gardé l'objectif ici, par exemple, de perdre du poids. Je le garde et toutes les semaines, je marque où j'en suis. Ici, par exemple, j'ai les objectifs de la semaine. Ici, vous voyez, c'est mes objectifs à long terme, dont je vais vous parler juste après. Donc, d'avoir visuellement ce cap que je me suis donné et de l'avoir dans les yeux. Oui, pardon. On a des questions. Donc, très bien. Là, tu me dis quand est-ce que... Tout de suite, là, je peux la bah oui, vas-y. Très Ouais. bien. Donc, on a une question d'une collègue, donc Véronique du campus de Montpellier, qui dit donc se concentrer sur l'instant présent. Quelquefois, on pense à gagner du temps, on suit une réunion, on fait les mails car on a trop de mails à gérer et on s'avance. On a une culture de l'immédiateté dans le traitement des mails. Souvent, les personnes attendent de vous une réaction immédiate. Vous avez des astuces sur justement ces mails qui sont très chronophages? Ah, oui. Alors, alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une culture de l'immédiateté. Est-ce que c'est une culture de l'immédiateté ou est-ce qu'on prête parfois, je me demande si parfois on ne prête pas des intentions qui ne sont pas celles de nos interlocuteurs. Par exemple, on se dit qu'il y a un mail, il faut que j'y réponde tout de suite. Parfois, c'est aussi des histoires qu'on se raconte. Je ne vais pas vous apprendre à traiter des mails en même temps que vous faites votre travail. Par contre, ce sur quoi je vais porter votre attention, c'est qu'est-ce que je veux en fait? Où est-ce que je dois mettre mon énergie? Est-ce que c'est cette animation que je dois réaliser ou est-ce que c'est ce mail? Et en fait, tout ça, c'est connecté à une seule et même chose. C'est qu'est-ce que je veux être dans 20 ans en fait? Où est-ce que je vais devoir mettre le poids du corps pour développer ce que je veux être et petit à petit faire ce petit effort qui va me permettre d'aller vers la projection de mon moi futur. Parce que si vous êtes très clair sur ce que vous voulez demain, notamment, je vais vous montrer, hein, c'est quoi mon objectif dans 20 ans, plus vous allez être clair là-dessus, plus ça va être clair en fait pour vous les priorités. Et du coup, si c'est très clair pour vous les priorités, ça va être très facile de dire ce mail-là, je ne vais pas y répondre tout de suite. Après, il y a un autre sujet, donc ça c'est pour vous individuellement. Après, il y a un autre sujet, c'est les organisations. Et pour ça, moi je vous encourage vraiment à voir avec vos managers et d'être assez intransigeant avec vos managers sur c'est quoi la priorité, c'est quoi l'urgence. Avec une matrice qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, que vous pouvez, qui est assez facile à comprendre et que vous pouvez tout à fait utiliser en rendez-vous, en point hebdo avec votre manager. C'est quelque chose qui est assez important de revenir dessus parce que dans l'absolu, dans mon développement personnel, moi, déjà, il faut que j'arrive à comprendre où est-ce que je veux aller, mais peut-être que mes aspirations ne sont pas exactement les mêmes que ceux de l'organisation. À ce moment-là, il faut le voir avec votre manager régulièrement. Moi, c'est le conseil que je vous donnerai parce que je ne pourrais pas vous apprendre à gérer deux choses en même temps. Ce n'est pas possible. J'espère que j'ai répondu à la question. Une autre question d'un apprenant qui nous regarde, donc Dylan de la FISA BTP sur Nanterre. Oui. Question, comment développer l'intelligence relationnelle quand on est une personne introvertie, voire asociale? Alors, ça c'est très simple, c'est en faisant confiance
Je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de commencer à apprendre à faire confiance aux autres. La personne introvertie qui se définit comme introvertie ou asociale, elle a tendance, normalement, généralement, à imaginer que l'autre a des objectifs a priori négatifs, que le monde est dangereux. Donc la première chose, c'est de se dire, OK, je vais faire confiance. Et moi, ce que je peux vous conseiller, pour avoir été très longtemps introverti et pas, je ne veux pas dire asocial, en tout cas, je ne me définirais pas comme ça, mais introverti, ça c'est sûr, c'est quand j'ai commencé à écouter et à poser des questions aux autres plutôt que de rester concentré sur moi. C'est de m'intéresser sincèrement aux autres en partant du principe que les autres ne sont pas forcément, déjà pas forcément comme moi, et surtout que les gens, en ayant cette conscience que les gens adorent qu'on s'intéresse à eux. Quand vous commencez à poser des questions, à vous intéresser sincèrement aux gens, vous allez vous rendre compte que vous oubliez ce côté asocial ou ce côté introverti. Souvent, ce côté introverti, c'est parce qu'on est très concentré sur nous et l'image qu'on va renvoyer vers l'extérieur. Quand on va commencer à changer notre prisme et arrêter de nous regarder, mais regarder les autres, souvent, on se libère. Enfin, c'est comme ça que moi, a posteriori, j'ai compris que j'ai réussi à me libérer. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner à la personne qui a... de poser des questions, d'écouter les réponses. Et pour aller un peu plus loin dans la réflexion, peut-on dire que l'adaptabilité relationnelle correspond au final à un dédoublement de la personnalité pour certains, ouais. Adoption d'une manière, d'idées, de façons qui ne sont pas forcément naturelles en fait à la base, pour être écouté justement, apprécié ou considéré? Oui, c'est-à-dire que... Alors, c'est une bonne question. En fait, effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas changer les autres. Tout dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut communiquer avec les gens ou est-ce qu'on ne veut pas communiquer avec les gens? Si on veut échanger des choses avec les gens, il va falloir qu'on s'adapte aux autres et accepter que ce n'est pas à eux de s'adapter à nous. Et évidemment, ça, c'est un deuil qu'il faut faire, de croire que... Et c'est pas parce que qu'est-ce qui est important? C'est mon ego ou c'est la communication? C'est l'échange entre nous ou c'est moi? Si c'est moi, alors je ne vais pas m'adapter aux autres. Si en revanche, ce que je veux, c'est échanger avec cette personne, eh ben, je vais voir un intérêt au fait de m'adapter. Moi, je vous insisterai toujours à être assertif. Et évidemment, ces qualités-là, et là, c'est là où je sens derrière, peut-être, en tout cas, c'est une question qu'on me pose souvent, il y a la possibilité de manipuler. Effectivement, il y a toujours la possibilité de manipuler. Mais c'est vous qui savez vraiment où vous en êtes et quelle est votre intention derrière. Ce sont exactement les mêmes qualités qui permettent de s'affirmer et de manipuler. C'est des qualités d'écoute, de questionnement, de mise à disposition de soi vers l'autre. Par contre, les objectifs, dans un cas, sont cachés et de l'autre, sont mis sur la table. C'est tout pour les questions? Oui, Super. après, on avait une question un petit peu plus spécifique, mais on D'accord. posera peut-être... en fait, c'est quelles sont les 3 principales qualités et 3 défauts des hauts potentiels intellectuels ou des très hauts potentiels intellectuels? Franchement, je ne saurais pas dire. Hein. Je m'avancerais. Selon moi, en tout cas, c'est marrant parce que ma belle-sœur a été diagnostiquée comme haut potentiel intellectuel très jeune. Et le fait est que c'est vrai. Mais après, tout dépend de quel type d'intelligence on parle. Je pense que les qualités sont assez évidentes. Enfin, en tout cas, si je me base sur elles, c'est les qualités, c'est de la facilité de compréhension, c'est la rapidité dans l'exécution. Elle comprend très vite des systèmes très complexes. Par contre, je pense que les grandes difficultés que ces personnes-là, en tout cas cette personne, je ne vais pas faire une généralité parce que franchement, je ne suis pas spécialiste du sujet. Mais je pense que plus on est intelligent, plus on se pose des questions. Et plus on se pose des questions, plus on est stressé. C'est souvent ça qui se passe. Et elle, effectivement, elle est très stressée par l'avenir, elle se pose des questions que des personnes... D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans Idiocratie, dans le film dont je vous ai parlé, il développe une théorie qui est une vraie théorie, qui explique que... franchement, je ne me mets pas sur cette théorie, mais en tout cas, je vous explique cette théorie qui sert de base au film. C'est que pourquoi le monde devient idiot? C'est que les personnes qui ne se posent pas de questions sont souvent les personnes qui sont les moins intelligentes, et que ces personnes-là vont être capables de mettre au monde plus d'enfants que des personnes qui se posent trop de questions et du coup qui vont pas donner naissance à aucun enfant en fait. Et du coup, par la loi de la propagation, par la génétique, ça va donner un monde idiot. Alors je suis pas du tout d'accord avec cette théorie, mais c'est juste pour faire le lien avec ce que je vous disais juste avant. Oui, d'autres questions ?
Vous disiez au début de la conférence que d'ici 2040 ou 60, je crois, on aura une partie de l'humanité qui sera capable de fabriquer les machines et les robots, une autre partie de l'humanité qui sera capable de communiquer avec les machines et les robots et les êtres humains, et une autre partie des êtres humains qui finalement, un peu à la Matrix, vont servir à alimenter les machines et les robots. C'est quoi le pourcentage ? Alors là, pour le coup, aucune idée de pourcentage. Et ce n'est qu'une projection, alors aucune idée du pourcentage. Par contre, moi, ce que je ressens, là où je ne peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui quand on parle d'ubérisation de la société, c'est que le gros des troupes sera plutôt dans cette dernière catégorie. En tout cas, c'est mon ressenti. C'était bon pour les questions ? Ah oui, il reste 5 minutes. D'accord. Alors, je vous conseille par rapport aux applications Habitica, ça c'est une application qui vous permet de mettre en place des habitudes sous forme de RPG. Comme je suis un joueur, plus vous cochez des habitudes que vous faites, plus vous augmentez le potentiel de votre avatar. Donc moi, je suis à fond là-dessus. Tous les jours, je suis dessus et ça me permet de garder le cap. Alors, 5 minutes pour faire tout ce que j'ai à faire derrière. Je pense que je vais devoir écourter. Alors, il y a une autre question qui est la gestion du temps. Dites surtout pas que vous n'avez pas le temps. Moi, je préfère de se dire que je n'ai pas pris le temps. Imaginez que vous avez gagné au loto. Vous avez gagné au loto, tous les jours, vous gagnez 1 440 €. Tous les jours, vous gagnez 1 440 €. Ce loto, il est un peu particulier. C'est que vous ne pouvez gagner ces 1 440 € que si vous les dépensez. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans votre cagnotte que si vous acceptez de les dépenser pendant la journée. Ce que vous ne dépensez pas, vous ne le gagnez pas. Et c'est comme ça tous les jours. C'est-à-dire que vous devez dépenser 1 440 €. S'ils ne sont pas dépensés, ils ne vous sont pas donnés. Donc c'est un loto un peu particulier, mais qui peut être sympathique quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 1 440 €, la seule condition, c'est que vous les dépensiez. Ça peut paraître sur le papier très sympathique, un peu particulier, mais sympathique. La bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà gagné ce loto. En fait, ce que vous avez gagné, c'est du temps. Tous les jours, vous avez 1 440 minutes à dépenser. Et la vraie question à vous poser, c'est comment je vais dépenser ces 1 440 minutes ? Où est-ce que je vais mettre mon énergie ? Et ça dépendra d'une chose, c'est si vous savez où vous allez, ça sera beaucoup plus facile de dire « Ok, mon énergie et mon attention, ma concentration, mon focus, je vais le mettre là. » Et donc mon temps, ça va avec. Ça, c'est ce que je vous ai raconté, l'allégorie du loto. Vous le retrouvez dans un ouvrage de Fabien Olicard qui est mentaliste, mais qui fait aussi des interventions autour de la gestion du temps, qui s'appelle « Votre temps est infini ». Alors, c'est le moment de rêver. Première étape à faire, où est-ce que vous voyez dans 20 ans ? Pour ça, je vais vous proposer une matrice qui peut être aidante. Posez-vous un jour comme ça et dites-vous, OK, dans 20 ans, où est-ce que je me vois ? Et pour ça, vous utilisez 4 grandes thématiques. Où est-ce que je veux voir ? C'est quoi ma carrière ? Quelle carrière je mène ? Et c'est le moment de rêver. Faites ce que vous avez envie. Dites-vous, OK, moi, je me verrai bien là. Deuxième grande thématique, c'est au niveau de mon revenu. Qu'est-ce que je veux gagner ? Parce qu'on se pose toujours la question du revenu, je veux gagner plus. Mais c'est quoi le niveau de revenu au-delà duquel je n'ai pas forcément envie d'aller ? Je n'ai pas forcément envie d'aller faire des efforts supplémentaires. C'est une réflexion un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est quoi mon niveau de revenu optimal dans la vie que je rêve ? Ensuite, c'est quoi mes relations sociales, de qui je suis proche ? Qui sont les personnes qui sont autour de moi ? Qui sont les personnes qui n'ont pas forcément d'importance pour moi, enfin en tout cas que je vois moins souvent ? C'est quoi mon tissu de relations sociales autour de moi ? Et puis le dernier niveau, c'est l'environnement. Quand je dis environnement, ce n'est pas écologie, c'est où est-ce que je vis ? Est-ce que j'ai un mode de vie nomade ? Est-ce que je suis plutôt sédentaire ? Est-ce que je suis marié ? Rêvez, mettez tout ça sur papier parce que c'est ça qui va vous servir de guide. Et c'est ça qui va vous servir demain notamment de je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, c'est un néologisme, je viens de l'inventer, mais c'est de rationalisateur. C'est-à-dire que demain, par rapport à ça, vous allez être capable, par rapport à la question tout à l'heure, de mettre du sens dans vos priorités, de gérer votre temps et du coup de prendre le temps, parce que vous savez que ça va vous permettre d'atteindre votre objectif à plus long terme. C'est exactement ce que j'ai fait. Et ça, ça a un nom, hein, c'est un marketeur, un YouTuber qui a fait cette formation que j'ai suivie. Je la trouve géniale. Ça s'appelle la méthode des 90 jours. Vous commencez par ça. Ensuite, tous les 90 jours, vous avez des objectifs à 90 jours. Puis, ça se décline en objectifs quotidiens.
c'est structuré et ça vous permet de garder vos habitudes, de garder le focus sur là où vous voulez aller. Parce qu'il est très facile au quotidien d'oublier, d'être attiré par autre chose, d'être attiré par une partie de foot alors qu'on devrait réviser, une partie de console alors qu'on devrait réviser. Ce genre de choses, c'est assez facile, surtout qu'il y a une pression sociale autour de ça. Mais si je sais où je veux aller, c'est beaucoup plus facile derrière de profiter de la loi de Pareto. Je vous le rappelle, la loi de Pareto, c'est je vais mettre 80% des efforts, en tout cas, je vais mettre le maximum de mes efforts sur ce qui va me rapporter le plus. Donc, c'est-à-dire que 20% des tâches que je vais avoir, je le sais, vont me rapporter 80% des bénéfices par rapport à mon objectif. Donc, ça va vous permettre de rationaliser tout ça. Ça va vous permettre aussi, en faisant ça, d'être beaucoup plus clair par rapport à votre manager. C'est quoi mes aspirations? Donc, voilà, moi, je vous invite vraiment à faire cette tâche. Et ça, c'est ce qui va permettre de partager, par exemple, avec votre manager. Ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. C'est-à-dire que ça va vous permettre de rationaliser, donc de mettre, vous avez 4 cadrans, ce qui est important et urgent, évidemment, ça va être prioritaire. Ce qui n'est pas urgent mais important, eh bien là, c'est ce que je vais traiter rapidement. Et puis, bien sûr, ce qui ne va pas être important et pas urgent, ça, je vais les éliminer. Oubliez le multitasking, ça n'existe pas, le multitasking. Notre cerveau, il est fait pour raisonner de manière étape par étape. C'est-à-dire que notre cerveau ne peut pas faire 2 choses en même temps. Ce qui va se passer quand vous regardez la télé et que vous, par exemple, vous repassez, c'est que vous allez alternativement sur la télé puis sur le repassage. C'est ce qu'a mis en avant ce test, que vous connaissez sans doute, le test de Stroop, qui met en avant d'ailleurs pourquoi c'est compliqué. C'est parce que notre cerveau va faire une tâche puis l'autre. Il va lire le mot et il va regarder la couleur. Donc on ne peut pas faire 2 choses en même temps. Donc oubliez ça. Je termine avec les lois du temps. N'oubliez jamais ça. Premier effet. Une tâche non terminée occupe plus d'espace mental. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'effet Zeigarnik, ça a un nom. C'est-à-dire que tout ce que vous allez laisser en suspens, ça va vous prendre de l'énergie, ça va occuper de l'espace mental. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire? Moi, je vous invite à faire attention à vos to-do list. Plus vous allez détailler vos to-do list, plus vous allez barrer des éléments et plus vous allez engranger non seulement de la confiance, mais en plus de ça, vous allez avoir moins d'espace mental utilisé. Deuxième point que ça peut faire en détaillant au maximum vos to-do list, c'est que vous allez déclencher le circuit de la récompense, de la dopamine. À chaque fois que vous rayez une tâche, vous générez du bien-être. Donc ça fait du bien de rayer une tâche. Donc il y a une règle qui s'appelle le 3 x 3 x 3. Et plus vous allez détailler, plus vous allez avoir ces éléments-là. Vous pouvez préparer vos temps de focus. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle la méthode Pomodoro, vous connaissez peut-être. Connaissez vos cycles circadiens. Par exemple, si vous savez que vous êtes bon le matin, mettez le max de vos tâches compliquées le matin. Si vous savez que vous êtes plutôt du soir, organisez votre agenda en fonction. Donc, planifiez tout ce que vous avez à faire dans vos agendas. Moi, sur Google Agenda, toutes mes tâches elles sont planifiées sur des créneaux. C'est-à-dire, si vous prenez 1 heure, ne dépassez pas cette heure que vous aviez prévu de faire. Même si vous sentez que vous êtes ric-rac, pour replanifier votre tâche. Et le dernier point, c'était isolez-vous pendant vos séances de focus. Il y a des applications qui vous permettent de vous isoler, surtout quand vous êtes chez vous, ce n'est pas forcément simple de travailler. Il y a des applications, je vous en ai mis 2, Focus Lock ou Cold Turkey. Ça vous permet justement de couper l'accès à certains sites, certains réseaux pour forcer votre esprit à vous focaliser et arrêter d'être coupé par des notifications que vous n'auriez pas envie d'avoir. Voilà, j'en ai terminé, un peu juste, désolé. Merci beaucoup, merci. Julien. Voilà, un grand merci pour cette prestation qui, je n'en doute pas, aidera un grand nombre de personnes au quotidien. Vous n'hésitez pas, donc, causerie au pluriel idfc@saisie.fr si vous avez envie de récupérer le support, mais surtout voir ou revoir cette causerie donc, à travers la playlist Les causeries saisies sur le YouTube Saisie, où vous trouverez également plusieurs replays de causeries passées. Je vous invite à nous rejoindre donc la semaine prochaine